Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Marie-Claire May du Greffe Bretagne et je vous accueille aujourd'hui pour ce rendez-vous du Greffe Bretagne sur le bâtiment et la transition écologique. Ce rendez-vous s'inscrit dans le plan de professionnalisation IDEO. Le Greffe Bretagne met en place à la demande de la région et de l'État des rendez-vous sectoriels, donc sur des secteurs d'activité ou des domaines de métier, pour informer les professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation. À l'occasion de la semaine du bâtiment qui est organisée par Pôle emploi Bretagne cette semaine, nous vous proposons d'actualiser vos connaissances sur les métiers du bâtiment, les besoins des entreprises, les compétences attendues et l'impact de la transition écologique sur tous ces aspects. Donc aujourd'hui, pour nous parler de tout ça, nous recevons Rachel Montier de la cellule économique de Bretagne, Céline Martin d'Ecobatis, Olivier Leroux d'Eclis et Mathieu Cartelet de l'Ecrouvis et Noria et compagnie. Et donc, nous avons aussi aujourd'hui avec nous Sylvie Rochard du Greffe Bretagne. Elle est là pour animer le chat et relayer vos questions. On est ensemble pour environ 1 heure aujourd'hui pour parler des tendances de fond du secteur du bâtiment. Après une présentation des évolutions actuelles du secteur et donc des compétences attendues, des compétences et des attentes des employeurs, on aura plus d'informations sur les profils de personnes formées et notamment sur des nouveaux métiers qui émergent ou en tout cas de nouvelles manières d'exercer certains métiers. Donc, on fera un focus sur le métier de valoriste. Donc, nous allons démarrer avec vous, Rachel Montier, de la cellule économique de Bretagne. Vous allez nous parler d'études que votre institut a menées donc sur le secteur du bâtiment et de ses évolutions. Les études, on mettra le lien dans le chat. C'est quels nouveaux besoins en compétences pour demain dans le secteur du bâtiment en Bretagne et l'apprentissage dans le secteur du bâtiment en Bretagne. Justement, pour commencer, on propose un petit sondage avec quelques chiffres clés. Comme ça va nous permettre de tester un petit peu vos connaissances à vous qui nous écoutez. Et puis, Rachel, vous allez pouvoir nous les commenter un petit peu après. Donc, combien y a-t-il d'entreprises bâtiments en Bretagne? Vous avez le choix entre 4 réponses. Donc, il y en a une qui est bonne. Ensuite, le nombre de salariés dans ce secteur. Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre à ces questions. Et ensuite, on a le nombre de stagiaires qui ont suivi une action de formation continue en 2020. Et il y a une quatrième question. Quel est le salaire moyen pour un ouvrier qualifié en net horaire? Donc, ce sont quelques chiffres comme ça pour poser un petit peu l'environnement de ce secteur. Alors, Rachel, vous allez peut-être pouvoir nous commenter un petit peu ces chiffres. Oui, pas de souci. Déjà, bonjour à tous. Donc, en effet, si on regarde un peu les chiffres, combien y a-t-il d'entreprises bâtiments en Bretagne? En fait, en établissement, on compte un peu plus de 25 000 établissements du bâtiment en Bretagne. 62% sont sans salariés et 31% ont 1 à 9 salariés, donc moins de 10 salariés. Donc, ce qui nous permet d'estimer un peu quelle est la représentation aujourd'hui des entreprises du bâtiment sur notre territoire. Sur la deuxième question, combien y a-t-il de salariés sur le secteur? La moitié a bien répondu. En effet, on a un peu plus de 61 000 salariés en 2020 sur notre secteur. Et si on regarde par rapport aux intérimaires qui sont là à peu près à environ 5 000 intérimaires sur le secteur en 2020 aussi. Concernant... Oui, pardon. Allez-y. Concernant les stagiaires ayant suivi une action de formation continue en 2020, donc là, on parle bien des salariés du secteur qui ont suivi une formation continue. Pour 2020, on est un peu plus de 13 000 stagiaires. Donc là, c'était plutôt la proposition haute
du questionnaire. Et enfin, pour le salaire moyen pour un ouvrier qualifié en net horaire, on est en effet à 11,80 euros net horaire pour un ouvrier qualifié. Donc, ce qui est un chiffre en fait, qui est supérieur à la moyenne régionale, tout secteur confondu tout de même. Très bien, merci beaucoup. On va poursuivre aussi sur une petite question sur les grandes transitions du secteur du bâtiment actuellement. Donc là, c'est une réponse, une question ouverte, donc vous pouvez répondre directement dans le chat. Et puis, Rachel, nous allons pouvoir découvrir ensemble les réponses des participants. Donc, quelles sont les grandes tendances du secteur du bâtiment actuellement? Bon, il y en a une, je vous donne un petit indice, je pense qu'on s'en doute un petit peu parce que c'est quand même ce pourquoi on est réunis aujourd'hui. Et l'autre, donc vous pouvez répondre dans le chat. Bravo! Donc, effectivement, il y en a une, c'est la transition écologique et il y en a une autre ou plusieurs autres. Rachel, est-ce que les personnes ont donné les bonnes réponses dans le chat? Je vois des bonnes réponses. Je pense que tout le monde est en effet au courant par rapport au titre, ne serait-ce que de ce webinaire qu'on est dans une transition environnementale sur le secteur du bâtiment, donc sur laquelle on reviendra. Alors, il y a en effet une transition des emplois qui en découle. La deuxième transition qu'on repère, en tout cas du secteur, c'est la transition numérique, qui correspond aussi à une évolution des emplois, une évolution de la manière de travailler sur le secteur du bâtiment. Donc voilà, c'était un peu les deux grosses évolutions. Je voulais préciser quand même que nous, on parle d'une transition environnementale dans laquelle on réunit la transition écologique et la transition énergétique également, donc voilà, qui concerne l'objet bâtiment et notre façon de consommer. Donc voilà. Très bien, merci. Et donc, on avait vu également qu'il y avait la numérisation le numérique, la numérisation du secteur. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc je passe la première slide. Donc, en effet, oui, nous, on a repéré, comme je vous disais tout à l'heure, qu'une des deux transitions sur laquelle le bâtiment est concerné aujourd'hui, c'est la numérisation du secteur du bâtiment. En fait, cette numérisation, elle concerne plusieurs choses. D'abord, l'arrivée de nouveaux outils numériques au sein même de l'objet bâtiment. Donc, par exemple, la maison connectée, le domotique, les high-tech qui vont permettre d'avoir une maison intelligente. Donc, tout ça, ça entraîne une évolution des métiers du secteur parce que les entreprises doivent répondre à ces nouvelles demandes de la société. Mais la numérisation du secteur, elle fait également écho à la numérisation des modes de construction et des métiers. Donc, avec l'arrivée de nouveaux outils de travail, donc on peut voir dans ces nouveaux outils les maquettes numériques, par exemple, la robotisation qui va entraîner là encore une modification des manières de travailler pour les ouvriers du bâtiment et d'ailleurs pour les encadrants du bâtiment également. Et on a également pointé l'apparition de nouveaux modes constructifs avec par exemple l'industrialisation ou la construction hors site, donc qui là encore crée de nouveaux métiers, de nouvelles façons de travailler et qui va impacter les métiers du bâtiment. Très bien. Et est-ce qu'avec toutes ces évolutions, les conditions de travail elles-mêmes ont évolué? Forcément, comme je vous le disais, on est sur des nouvelles façons de travailler. Il y a plusieurs moments d'évolution et c'est vrai que, par exemple, avec la mécanisation ou la numérisation de certains engins de chantier vont permettre de rendre certains métiers moins pénibles sur le secteur du bâtiment. Et qu'on le sait, la pénibilité, ça peut être une idée reçue un peu sur les métiers du secteur. Donc aujourd'hui, il y a quand même des solutions pour contrebalancer cette pénibilité. Très bien, merci. Et donc, après la numérisation, comme on l'a dit, il y a un autre enjeu auquel le secteur fait face. Et donc, quel est-il? Avec grande surprise, la transition environnementale du secteur du bâtiment. Donc, en effet, nous, en fait, ces deux transitions-là, on les a repérées dans une étude qu'on a menée en 2020 sur les nouveaux besoins en compétences. Et les entreprises que nous avons interrogées dans cette étude nous ont parlé d'une transition qu'elles voient, elles, depuis 2005 à peu près sur leur activité. Là encore, cette transition, elle concerne plusieurs choses dans le secteur. On a repéré que sur l'objet bâtiment, déjà, il y a une transition environnementale parce qu'on va construire des bâtiments passifs qui consomment moins. On construit avec des nouveaux matériaux qui sont et des écomatériaux. On va également utiliser plus d'énergie renouvelable au sein de nos bâtiments. Donc, on voit bien que l'objet bâtiment en tant que tel change, ce qui va faire, comme pour la numérisation, évoluer nos façons de travailler.
Mais il y a également des activités qui sont propres en fait à la transition, qui impactent le bâtiment dans leur activité. Ça va être par exemple les politiques locales de rénovation énergétique qui sont assez fortes aujourd'hui et qui ont été assez poussées sur le plan de relance. Donc là, on va voir qu'il y a des activités propres du bâtiment qui vont prendre plus d'ampleur parce que les investissements sont plus importants sur leur domaine. Enfin, sur les méthodes de construction, on a également des évolutions par rapport à cette transition environnementale parce que les entreprises doivent répondre à plusieurs nouvelles attentes, des attentes qui peuvent concerner par exemple la gestion du chantier pour répondre à la problématique d'un chantier propre. Un chantier propre, c'est un chantier qui pollue moins, donc avec des pollutions qui peuvent être par exemple sonores ou sur l'eau. Donc ça, c'est des nouvelles problématiques qui s'imposent aux entreprises du secteur, mais également sur leur consommation de matières premières, par exemple avec la gestion et la valorisation de leurs déchets. Très bien, merci. Et on voit aussi que dans cette transition, il y a les métiers aussi sont impactés. Et donc, on a à nouveau un petit sondage pour les personnes qui nous écoutent. Donc, d'après vous, quels sont les métiers du bâtiment les plus impactés par la transition écologique? Alors, Rachel, que vous inspirent ces réponses? En effet, c'est assez représentatif de ce qu'on pensait. 38% pour les étancheurs, 19% pour les charpentiers et 43% pour les maçons. En réalité, nous, le message qu'on veut passer, c'est que l'ensemble des métiers du bâtiment est impacté par cette transition environnementale, plus ou moins, bien sûr, en fonction de leur activité propre. Mais que ce soit par le développement de leur activité, donc par exemple avec les bâtiments basse consommation, les étancheurs vont être un peu plus concernés par cette transition, par le matériau qu'ils utilisent, donc là on va plus penser aux maçons ou aux charpentiers, mais également par les nouvelles normes qui régissent les chantiers. Tous les métiers en fait du secteur vont être plus ou moins impactés par cette transition environnementale. Comme exemple, on a voulu prendre, nous, par exemple, l'impact de la REP bâtiment. Alors, la REP bâtiment, qu'est-ce que c'est? C'est la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et matériaux de construction du bâtiment. Cette REP, elle impose à toutes les personnes responsables de la mise sur le marché de produits de s'assurer de la prise en charge de ces produits à leur fin de vie. Donc, à les trier, les valoriser, par exemple. Donc, cette REP sur notre secteur du bâtiment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va obliger, d'une part, les producteurs à s'acquitter de leur obligation de gestion de fin de vie des produits, donc par la mise en place d'éco-organismes, et d'autre part, elle va obliger les distributeurs à mettre des points de collecte pour la reprise des matériaux en fin de vie. Donc là, on peut se dire que les entreprises ne sont pas forcément les plus pointées, mais en fin de compte, on se rend compte que cette REP qui va inciter en fait les entreprises à valoriser leurs déchets, elle va impacter tous les ouvriers du secteur qui vont être obligés, eux, de mettre en place du tri sur leur chantier, qui vont être poussés en tout cas à le faire, même s'ils le faisaient déjà auparavant. Ce qui va obliger en fait les entreprises également à former leurs ouvriers à ce tri, ce qui va obliger également les maîtres d'ouvrage à valoriser dans leurs commandes le tri des déchets. Donc on voit que en fait cette transition environnementale, elle va toucher l'ensemble des ouvriers, des entreprises, mais également du secteur, mais également autour du secteur, parce que quand on parle des maîtres d'ouvrage, on parle bien des commanditaires. Et elle va créer de nouvelles fonctions. Par exemple, on va faire intervenir des problématiques de gestion de déchets de chantier. Donc, c'est des nouvelles fonctions qui vont apparaître au sein du secteur. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les politiques qui sont engagées, qu'elles soient politiques, qu'elles soient en termes de rénovation ou d'écomatériaux ou de valorisation des déchets, et également, d'autre part, la forte demande d'activité sur le secteur actuel, elle promet en tout cas un avenir assez rassurant pour les activités des entreprises du secteur pour demain. Et en fait, on se rend aussi compte, et je pense que c'est un des points phares que j'ai vu voir dans le chat tout à l'heure, que cette forte demande, cette forte activité, cette forte prévision d'activité, elle entraîne quand même des inquiétudes sur la mobilisation de la main-d'œuvre actuellement. En 2021, on a eu 10 370 projets de recrutement, ce qui est quand même 22% de plus qu'en 2019. Et parmi ces 10 370 projets, 79% étaient jugés difficiles par les entreprises. Donc, on voit qu'il y a quand même un besoin fort de main-d'œuvre sur le secteur pour répondre à cette forte activité. Alors, j'ai mis sur mon petit PowerPoint en information que les besoins de recrutement, ils portent principalement sur des ouvriers non qualifiés du gros œuvre et du second œuvre, puis ensuite viennent les maçons et les couvreurs.
On voit effectivement que voilà, malgré les recrutements qui peuvent être jugés difficiles, il y a quand même des belles perspectives d'activité pour les entreprises. Et avec les évolutions rapides du secteur et les contraintes qu'on a vues aussi qui peuvent être réglementaires, comment est-ce que les entreprises se sont adaptées et notamment comment est-ce que ça s'est traduit en termes de formation? Hop. Alors, du coup, là, je reviens sur notre étude qu'on a menée en 2020 sur les nouveaux besoins en compétences. Et en fait, au cours de cette étude, on s'est attelé à interroger d'une part les entreprises et d'autre part les candidats de façon miroir, donc sur les mêmes questions, sur leurs attentes pour mettre en place un recrutement durable au sein des entreprises. Et ça va un peu répondre à votre question parce qu'on a pu identifier deux constats. C'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des entreprises du bâtiment est capable de s'adapter aux mutations du secteur, donc mutations dont on parlait, numériques ou environnementales. En effet, on s'est rendu compte lors de cette étude qu'elles avaient la capacité d'intégrer les évolutions de la société, notamment par la culture de formation qui est forte dans notre secteur. D'ailleurs, la place forte des formations qui est laissée, la place est forte qui est laissée aux formations avec beaucoup de formations qui sont obligatoires, mais tout de même, comme on le disait en première partie, en 2019, plus de 15 000 salariés se sont formés en formation continue. Et il faut préciser que dans ces 15 000 salariés, 30% étaient salariés dans une entreprise de moins de 10 salariés. Donc, les petites entreprises ne sont pas non plus laissées à côté de cette culture de la formation. On a également, dans les entreprises, on le sait, de la formation entre compagnons qui vont avoir un apprentissage entre eux. Le secteur il est également en formation, en évolution continuelle de fait de l'évolution de ses qualifications. On se rend compte qu'on retrouve beaucoup d'acteurs du secteur dans les organisations décisionnaires pour que les qualifications évoluent. L'objectif, c'est bien d'être en corrélation avec les besoins actuels des entreprises du secteur et des activités. Et enfin, les organisations, elles peuvent également se positionner avec un positionnement managérial et RH qui permet de répondre aux nouvelles attentes des salariés. Elles peuvent proposer, par exemple, des plans de formation, des stratégies d'évolution individualisée des compétences, tout ce qui va permettre aux salariés d'évoluer au sein de son entreprise. Aujourd'hui, on se rend bien compte que dans le secteur du bâtiment, un salarié peut évoluer de poste en entrant en simple ouvrier, puis après, en pouvant, au fur et à mesure, gérer une équipe ou même monter sa propre entreprise, par exemple. Le deuxième constat que l'on a fait lors de cette étude, c'est que ce secteur en mutation, en fait, il offre quand même de nouvelles potentialités de développement de compétences pour les salariés. Donc, comme je le disais juste auparavant, notamment du fait du positionnement un peu managérial et RH des entreprises du secteur. Et en fait, ce développement des compétences, on se rend compte que c'est quand même un élément essentiel pour les entreprises parce que c'est aussi grâce aux compétences de ces salariés qu'elles vont pouvoir, de leurs salariés, pardon, qu'elles vont pouvoir répondre aux nouvelles mutations. Et donc, elles sont finalement totalement bénéficiaires à pousser la curiosité de leurs salariés, à les pousser à entrer sur des formations au fur et à mesure de leur évolution dans leur entreprise. Et en fait, on se rend bien compte que le fait de pouvoir se réinventer en matière de compétences, de postes, la sécurité de l'emploi au sein du secteur, qui est un secteur qui continue de recruter, donc qui a besoin de main-d'œuvre, les perspectives d'évolution aussi qu'on propose au sein du secteur, et enfin les avantages propres au secteur sont de véritables facteurs d'attractivité pour les possibles candidats qui se présentent aujourd'hui aux entreprises du bâtiment. Merci. Et donc, en réponse aux transitions en cours, est-ce que les organismes de formation aussi se sont adaptés à tous ces nouveaux enjeux? Ou en tout cas, comment se sont-ils adaptés? Alors, oui, nous, dans notre étude qu'on a menée sur l'apprentissage dans le secteur du bâtiment, donc, qui est sortie l'année dernière, on s'est rendu compte que cette capacité d'évolution, ce regard sur les évolutions du secteur, elle est également présente au sein des centres de formation initiale. En fait, déjà, on se rend compte que les centres de formation sont face à une génération d'apprentis qui a des appétences pour les deux transitions, qui viennent parfois en apprentissage dans le secteur du bâtiment par rapport à l'une des deux transitions, que ce soit la numérique ou la transition environnementale. Et même si le geste et la pratique restent le cœur de la formation, parce que l'on était bien sur les formations d'apprentissage, ces transitions, comme je disais, peuvent être de véritables leviers d'attractivité pour des jeunes actuellement. Et après, on s'est quand même rendu compte que les centres de formation n'étaient pas tous identiques. Par rapport à cette transition, certains ont des formations qui sont plus sur les transitions numériques, d'autres ont plutôt précisé leur formation sur la partie environnementale en formant plutôt sur les métiers du bois, sur l'éco-construction. Donc, on voit qu'il y a quand même des disparités. Cependant, dans toutes les formations, on voit une préoccupation qui est quand même très forte sur la transition environnementale des entreprises,
déjà seulement par l'obligation de la connaissance des réglementations qui pèsent sur le secteur sur ces questions-là, pardon. Donc, elles ont quand même cette vision de transition qu'elles donnent à à leurs apprentis. Et en fait, on s'est rendu compte également que parfois, même si les apprentis dans leur formation, voient beaucoup les transitions et que leurs entreprises ne sont pas encore insérées dans ces transitions, eux vont pouvoir devenir de vrais acteurs en fait, au sein de leur entreprise pour donner ce regard un peu nouveau aux entreprises qui les intègrent dans leurs effectifs. D'accord, merci beaucoup. Je vois passer beaucoup de questions dans le chat. Sylvie, est-ce que tu en as à nous relayer? Oui, je vais peut-être en relayer deux. La première, au début de votre intervention, en fait, on a parlé de bâtiments de plus en plus connectés, de maisons connectées. Et donc, une personne relevait donc, dans le chat que ces bâtiments connectés peuvent aussi également engendrer des pannes ou des problématiques plus de maintenance. Donc, première question, est-ce que ça a fait évoluer déjà les métiers par rapport à une adaptation par rapport à ce type de problématique? Et deuxième c'était plus un constat du point de vue de la personne qui intervenait, de dire que finalement, il semble, enfin en tout cas, leur point de vue, c'est que les professionnels restent peu formés sur tout ce qui concerne la rénovation notamment et en lien avec la transition. Donc peut-être qu'il faudrait revenir sur quelques-uns des chiffres que vous avez annoncés donc, par rapport à la formation des salariés. Alors pour la première question, du coup, par rapport à la maintenance, donc nous c'était une étude qui portait sur la construction, donc en effet ce serait intéressant de voir si ça change, si ça fait évoluer les métiers de la maintenance, c'est une vraie question. Par rapport à l'évolution des métiers propres à la construction, nous, on avait interrogé par exemple un serrurier qui nous avait dit que son métier avait vraiment évolué par rapport à ces nouvelles problématiques de numérisation, parce qu'en fait, les portes connectées, il faut électrifier, et du coup, ça oblige à pouvoir répondre à cette nouvelle demande. Donc, ça déjà sur la première question, je ne sais pas si ça répond, mais c'était la réponse que je peux apporter en tout cas aujourd'hui. Par rapport à la question de la rénovation, alors là aussi, c'est pas du tout dans mon étude, mais en fait, nous, ce qu'on a vu, c'est que, en effet, les salariés, il y a quand même beaucoup de salariés qui partent en formation continue. Il ne faut pas oublier qu'il y a une forte place qui est destinée à des formations qui sont obligatoires en fait dans le secteur. Donc après, je pense que c'est des politiques à mettre en place sur la rénovation du secteur. C'est quelque chose à regarder en effet, mais ça laisse quand même. En fait, l'idée était plus de dire que au sein du secteur, on est habitué à se former. Donc déjà, le fait de rentrer en formation de façon assez régulière est inculqué aux entreprises. Donc, si après, l'objectif, c'est de bousculer ces formations pour venir voir d'autres métiers, d'autres façons de faire, on a déjà un pied dans la formation continue au sein du secteur du bâtiment, en tout cas. Merci, Rachel. Pas de souci. Merci. Alors, ça nous permet d'enchaîner avec peut-être les compétences attendues par les entreprises envers leurs salariés. Et donc, notamment par rapport aux professionnels qui nous écoutent aujourd'hui, aux personnes qu'ils accompagnent, peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu des compétences particulières attendues par les employeurs. Oui, alors du coup, en effet, c'est une question qu'on a posée, nous, donc, aux entreprises et aux salariés pour savoir, en fait, quelles compétences ils recherchaient exactement chez une personne qui candidatait sur le secteur. Et on s'est rendu compte que les compétences recherchées sont finalement surtout portées sur du savoir-être. Quand on regarde un peu qu'est-ce qu'elles attendent du candidat idéal, les entreprises nous ont répondu qu'elles recherchaient quelqu'un de compétent. Alors là, il faut un peu revoir notre notion de compétent. Compétent, c'est pas forcément être compétent, avoir des compétences techniques sur un métier. C'était plus dans le sens quelqu'un qui a une appétence pour les gestes techniques, qui va être manuel, par exemple, et qui va monter en compétence au sein du secteur, donc qui est compétent pour être compétent, en fait, plus que des compétences techniques. Elle cherche aussi quelqu'un qui est curieux, qui a donc et là on retrouve notre question d'appétence pour apprendre. Quelqu'un qui est capable de s'adapter à l'entreprise, à ses méthodes de travail, aux équipes que la personne va intégrer.
Elle cherche également quelqu'un de sérieux, qui a une conscience professionnelle dans le travail qui lui est demandé et qui montre de l'investissement en fait, dans son travail. Et enfin, elle cherche quelqu'un de motivé. Et par motivé, elles entendent quelqu'un qui va prendre du plaisir à travailler au sein de l'entreprise. Donc, à partir de ce portrait un peu du salarié idéal, on s'est rendu compte qu'on était face à des entreprises qui avaient une vision du salarié qui est finalement totalement dans l'air du temps. Elles ne demandent pas un salarié avec un parcours complet qui sait tout en arrivant dans l'entreprise. Et là, on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, de la prégnance de la formation au sein des entreprises du secteur. Les entreprises sont capables de former quelqu'un qui arrive pour compléter ses connaissances, en tout cas, pour pouvoir répondre aux postes qu'elles proposent. Donc finalement, on peut se dire que, nous, on s'est dit ça, que c'était une vision assez moderne de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Le salarié entre par une compétence spécifique qu'il a, que ce soit un savoir-être, un savoir technique ou un savoir-faire. Et puis, il se forme et monte en compétences tout au cours de son cursus au sein de l'entreprise. Et en fait, quand on met en parallèle avec la réalité actuelle, on se rend compte que c'est une vision qui correspond plutôt bien au système actuel de mise en place de dispositifs d'acquisition des compétences ou encore des reconversions professionnelles où là, les personnes ont un panel de compétences dans le secteur et hors secteur qu'elles vont pouvoir proposer aux entreprises. Donc, en fait, on se rend compte que les profils des candidats qui peuvent intégrer le secteur, ils sont multiples, avec des compétences diverses et hétérogènes, comme je viens de le dire. Ça vient du fait que, comme je disais tout à l'heure, la vision du salarié idéal, elle repose sur une question d'individu, en fait, de savoir-être, de personnalité, plus que de compétences. Et on s'est rendu compte que les entreprises, elles étaient surtout en attente de quelqu'un d'acteur qui va proposer, qui va être curieux, qui va être motivé, plutôt que quelqu'un qui est juste compétent et qui veut juste faire ce qu'on lui demande. Et donc, en corrélation avec ces salariés pour lesquels elles attendent surtout d'être acteurs, c'est à l'entrant, en fait, l'entrant au candidat, en fonction de sa personnalité, de son parcours, de ses envies, d'identifier et de valoriser les atouts qu'il peut venir transférer dans une entreprise du secteur pour pouvoir y entrer et pouvoir y faire une carrière. Et en contrepartie, du coup, il y a besoin d'avoir une nécessaire collaboration, en fait, entre les prescripteurs, les formateurs, s'il y a une formation, et les entreprises. L'idée, c'est de mettre en adéquation les positionnements d'une part du candidat et d'autre part des entreprises. En fait, pour un recrutement, nous, ce qu'on a établi, c'est que pour un recrutement durable, il faut absolument qu'il y ait un matching en fait, entre le positionnement de l'entreprise. Pour cela, il faut que déjà l'entreprise ait un positionnement qui soit clair sur son avenir, ses futurs besoins en compétences, ses compétences actuelles, etc. Et d'autre part, que le candidat ait également un positionnement clair sur lui, l'avenir qu'il veut dans son avenir. Et en fait, ça passe par l'utilisation d'outils tels que des stages, des périodes d'essai, où il va pouvoir se faire une idée en fait, claire du secteur pour pouvoir ensuite avoir un recrutement qui fonctionne et qui dure dans le temps. Très bien, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Moi, je retiendrai d'ailleurs surtout deux choses de tout ce qu'on s'est dit. C'est que d'une part, effectivement, ouais, on a vu que les compétences, c'était vraiment plus sur du savoir-être que du savoir-faire. Et ensuite que la transition écologique impactait vraiment tous les métiers. Je veux encore passer beaucoup de questions dans le chat. Je me permets de relayer du coup peut-être deux questions. Alors la première, c'est par rapport donc aux évolutions vers la transition écologique. Donc Eddy nous demande si ces évolutions vont permettre ou ont déjà permis l'entrée de nouveaux salariés avec un profil déjà sensibilisé à cette transition écologique. Est-ce que c'est des constats qu'on peut déjà faire? Et puis la deuxième question était plutôt autour de formation continue, les formations continues en lien avec la transition écologique. En fait, les personnes demandaient si on avait vraiment des types de formations à nous présenter. Et je crois qu'on verra ça plutôt dans la deuxième partie avec les prochains intervenants. Mais peut-être sur la première question, Rachel. Je peux essayer d'y répondre, mais je pense qu'on le verra aussi je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on le verra aussi sur la deuxième partie par rapport à l'insertion des profils un peu qui sont déjà sensibilisés à la transition. Nous, ce qu'on a vu surtout par rapport à notre étude sur l'apprentissage, c'est que en tout cas, la nouvelle génération d'apprentis est, elle, déjà beaucoup plus impliquée sur ces questions de la transition environnementale.
et ça se ressent peut-être un peu, je pense, par rapport à certaines formations qui se développent plus particulièrement. Mais on sent bien que, en tout cas, du côté des apprentis, en fait, ils ont été déjà sensibilisés au niveau du lycée sur leur consommation de matières premières. Donc, ils arrivent déjà dans le secteur avec ces premiers questionnements. Donc, en tout cas, du côté des apprentis, c'est des questions qui sont déjà posées et qui intéressent déjà. Après, peut-être que sur les personnes plus âgées, certaines personnes ici sauront mieux répondre que moi sur l'insertion des personnes sensibilisées aux questions des transitions. Merci Rachel. Il y a peut-être une autre question sur les entreprises, peut-être que je peux vous la poser avant de continuer également sur les méthodes de recrutement, puisque justement on dit que voilà, les chiffres parlaient aussi qu'il y a des besoins de recrutement qui sont forts aujourd'hui. Est-ce que les entreprises ont développé des stratégies en fait de recrutement au-delà des habituels prescripteurs? Est-ce qu'il y a des stratégies particulières développées par ces entreprises? En fait, on se rend compte, alors après, au niveau des entreprises directement, nous, celles qu'on avait interrogées s'appuyaient vraiment sur les prescripteurs existants pour pouvoir recruter. On se rend compte aussi qu'au niveau des... quand je parlais des prescripteurs de l'emploi, Pôle emploi, tout ce qui va être organisation professionnelle, aussi mettre en place des process pour aider les entreprises à avoir un recrutement plus durable et plus effectif actuellement. Je pense que c'est une problématique qui concerne beaucoup d'entreprises du secteur, donc beaucoup d'outils sont mis en place. Les agences intérim, mine de rien, sont également un outil de recrutement pour les entreprises du secteur, on a pu remarquer, et l'apprentissage, bien sûr, sur lequel elles s'appuient également pour recruter. Je ne suis pas sûre qu'on ait... Enfin, personnellement, je n'ai pas eu de surprise en voyant les recrutements. Je pense que c'est surtout sur ce qu'elles proposent au moment du recrutement ou, comme je disais, avec ces volontés de montrer un positionnement managérial, un positionnement RH où le salarié va pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. C'était surtout ça qui nous avait... qu'on avait pu, en tout cas, apercevoir lors de notre étude, pas tant sur la forme que sur le fond. Et en complément, est-ce que ces entreprises se tournent vers les structures d'insertion par l'économique, par exemple? Il y en a certaines, en effet, qui utilisent les GEC pour par exemple, récupérer des salariés. Il y a plusieurs choses qui sont mises en place au sein de la région sur ouvrir les profils sur les personnes, par exemple, en situation de migration. On a pu voir sur d'autres formations en apprentissage, c'est des questions qui sont posées et à laquelle on essaie d'avoir des réponses comme ce qui pourrait correspondre aux entreprises. Selon moi, après, ce n'était pas dans notre étude, mais c'est un peu ce que moi, j'entreaperçois du secteur, en tout cas. Merci, Rachel. Merci beaucoup, Rachel. On va passer à la seconde partie du webinaire désormais. Céline Martin, bonjour. Le micro. C'est bon, on vous entend. Bonjour, donc vous faites partie d'EcoBâtisse, le pôle de l'éco-construction Bretagne et Normandie. Vous avez réalisé une étude sur les besoins en compétences des acteurs de l'éco-construction, l'offre de formation et les profils des personnes formées. Donc, vous pourrez consulter cette étude. Madame Martin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et notamment est-ce qu'on voit apparaître de nouveaux profils de personnes qui s'orientent vers ces métiers de l'éco-construction? Donc oui, effectivement, l'étude a été menée par un réseau un peu informel d'organismes de formation en éco-construction, plus la faculté des métiers qui est pas vraiment spécialisée, mais qui a une volonté de progresser dans le métier, dans l'évolution des métiers du bâtiment. Et donc, nous avons mené cette étude en 2019-2020. Alors, sur un échantillon quand même assez restreint, il faut le dire, mais par des enquêtes et des entretiens, on a quand même réussi à avoir un panel assez important de retours d'entreprise. Et aussi, nous avons pu analyser les parcours et les profils des stagiaires que nous avons formés. Donc, depuis la création des 4 organismes de formation, donc sans la faculté des métiers, nous avons pris les données sur 165 stagiaires. Et donc là, on s'aperçoit que les personnes que nous formons sont quand même plus âgées. C'est plus souvent des personnes en reconversion ou qui élargissent leurs compétences, puisque les 30-44 ans représentent à peu près 50% des personnes formées.
Et on se rend compte également que nous avons à peu près un quart de femmes dans nos stagiaires. Donc, par rapport au métier du bâtiment, c'est quand même une proportion assez intéressante et qui est en forte augmentation. Et nous accueillons aussi quelques personnes qui ont une RQTH. Et dans nos organismes, il y a COP Formation qui fait de la préqualification. Et donc, notamment eux accueillent peut-être un peu plus de personnes qui étaient au RSA, mais ce n'est pas les seuls. Après, au niveau du profil, d'où viennent nos stagiaires, au niveau de formation, c'est très, 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 très hétérogène, quoi. Ça va vraiment du niveau 1 au niveau 7, quoi. Donc pas de diplôme jusqu'à des doctorats, mais quand même avec beaucoup de formation au-delà du bac. On observe aussi, tout à l'heure je parlais d'élargissement des compétences. Nous avons beaucoup de personnes qui ont, des architectes ou des ingénieurs qui viennent enrichir leurs connaissances, qui n'ont plus envie d'être uniquement dans la conception, mais aussi d'être dans la pratique. Donc, ils viennent faire nos formations style CAP dans différents CAP maçon terre crue ou ouvriers en éco-construction, ouvrières en éco-construction. Et puis aussi quand même beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Et cette évolution, on trouve que ça permet aussi une évolution sans doute des pratiques professionnelles à l'issue de nos formations, puisque ça permet de faire naître de nouvelles pratiques, que ce soit purement dans le secteur du bâtiment ou en alliant avec la culture, le social, d'avoir le secteur du bâtiment comme support d'autres activités assez souvent en lien avec l'économie sociale et solidaire. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que ce qui motive les personnes qui viennent dans nos formations, c'est souvent de donner du sens à leur travail. Donc, beaucoup sont très, très sensibles aux enjeux climatiques et environnementaux, mais également par rapport aux relations humaines. Donc, voilà, souvent des structures plus des entreprises plus à taille humaine. Et il y a un fort intérêt aussi vers les coopératives d'activité et d'emploi. Je vais laisser ensuite la parole à mon collègue Olivier qui pourra vous présenter plus précisément des parcours de personnes formées par nos centres. Merci. Voilà, vous amenez la transition de manière parfaite. Monsieur Leroux, bonjour. Donc effectivement, on avait évoqué quelques témoignages. Donc vous êtes coordinateur technique au sein du centre de formation ECLIS et vous avez quelques petites, quelques témoignages et un exemple de parcours à nous proposer aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, depuis 12 ans, Eclis forme des ouvrières professionnels en restauration de patrimoine et en éco-construction, et aussi aux règles professionnelles de la construction de paille. Donc là, c'est un exemple, Angel, 2014, qui était coiffeuse de formation, qui était chef chez McDo pendant 5 ans, et puis qui avait la promesse pour son deuxième enfant de pouvoir réintégrer son poste, et finalement n'a pas pu. Donc, elle s'est tournée vers un désir de bâtiment qui était né surtout parce qu'elle avait acheté une maison en terre à retaper avec son compagnon. Et donc, sur le territoire, finalement, elle a trouvé Eclis, qui était dans le même réseau, enfin, dans la même aire géographique. Et donc, une fois qu'elle a fait la formation de 9 mois pour adultes, pour le coup, elle a trouvé une entreprise classique, alors en partant par l'intérim. Et c'est vrai que pour le coup, je pense que ça lui était vraiment utile dans le sens où elle avait besoin de prendre confiance en elle pour rentrer dans le milieu du bâtiment. Ça arrive assez souvent d'essayer de trouver une certaine légitimité, surtout il y a quelques années, de moins en moins maintenant, on se sent aussi bien légitime ou femme sortant des formations que l'on dispense. Mais pendant 2 ans, donc elle a pris confiance. Elle était, alors le savoir-être que j'entendais tout à l'heure de la part de Rachel et de l'étude, c'est évident
bilan, c'est que pour le coup, ça a été même très dur parce qu'elle avait des enfants en bas âge. Elle se levait à 5 heures pour réussir à aller sur Rennes. C'est une entreprise en région rennaise, alors que nous, on est autour de Dinan. Et pour le coup, elle a vraiment tenu le coup. Hein. Donc ça, c'est ce que l'entreprise appréciait. Et on le voit souvent. Hein. C'est d'être là à l'heure, ses équipements, être motivé, donner son travail et sa compétence, mais aussi surtout son énergie pour réussir à être dans la maçonnerie, là, en l'occurrence. Et une fois qu'elle a fini ces 2 années-là un peu éreintée, mais avec une confiance en elle, elle est revenue vers l'intérim et surtout par les réseaux d'entreprises qui étaient autour de Dinan, hein, qui travaille avec nous depuis des années. Et là, elle a pu rentrer dans des entreprises qui étaient sans doute davantage dans l'orientation qu'elle était intéressée de suivre et qu'on essaye de dispenser, donc plutôt autour de la terre, autour de la pierre, de la chaux, voilà, dans une restauration de patrimoine responsable et résiliente. Et donc, elle a travaillé dans plusieurs entreprises locales, qui étaient d'ailleurs même des centres de formation qui intervenaient sur les formations d'ECLIS. Et puis, après quelques expériences multiples et variées, elle s'est mise à son compte, alors en autre entreprise pour l'instant, depuis 2 ans, je crois, et elle travaille, elle a fait son réseau, et c'est vrai que le réseau est assez étendu maintenant autour de Dinan depuis les 12 ans d'existence d'ECLIS, et en fait, elle trouve facilement du travail, des renvois, alors on a des petites actions par chez nous, de tous les ans, une fête des maçons, donc en fait, qui permet une interconnaissance assez large des gens qui travaillent dans le même genre. Et donc, beaucoup de travail devant elle. Hein. Je sais qu'elle a du boulot sur tout 2022, donc ça marche très bien. Voilà. On a plusieurs exemples. Là, c'est l'exemple d'une personne, hein, mais évidemment, des gens qui ont été formés depuis 12 ans, qui sont passés par le salariat, directement, des fois dans les entrepreneurs locaux, puisque ça a été une demande aussi de la naissance d'Eclis, d'essayer de trouver des salariés, déjà à l'époque, il y a 12 ans, qui soient capables de travailler dans les entreprises de maçonnerie, notamment, ou de charpente, dans le bâti ancien. Donc, pour le coup, des gens qui ont travaillé comme salariés, qui sont maintenant à leur compte. Et un dernier exemple peut-être d'une personne de cette année-là qui a été en stage en couverture, parce que les couvreurs sont extrêmement demandeurs un peu partout de salariat. Hein, ces temps-ci, hein, le bâtiment est en vogue, en tout cas en recherche de salariés. Et là, en couverture, Gloria, bon, incroyable, un gabarit très fin mais très tonique. Elle pouvait courir sur les toits sans casser les ardoises. Ils étaient un peu sidérés. Bon, avec toute sécurité garantie, hein, bien sûr. Mais l'entreprise, voilà, lui a donné un chèque de 500 balles après 3 semaines de stage, ce qui est une belle rémunération, et lui propose d'être apprenti ensuite spécifiquement dans l'entreprise pour pouvoir continuer à être salarié dans l'entreprise, en exemple. D'accord, bah merci beaucoup. Ça fait partie voilà, des quelques exemples que vous pouviez partager avec nous aujourd'hui. On va enchaîner avec Monsieur Cartelet. Vous travaillez pour l'Écrouvis, qui est une ressourcerie-recyclerie. À Saint-Nicolas-de-Redon, si je ne me trompe pas. Et vous travaillez également en lien avec Noria et compagnie, un centre de formation. Et on a vu tout au long du webinaire que la transition écologique impactait tous les secteurs et tous les métiers et qu'il y avait de nombreuses évolutions. Et donc, même si ça semble assez logique, il y a également des nouveaux métiers ou des nouvelles manières de faire. Et on a entendu parler du métier de valoriste. Donc, on aimerait bien que vous en disiez un petit peu plus. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle de parler du métier de valoriste sans parler de la filière du réemploi de matériaux. Parce que valoriste, il y a plusieurs métiers en fait qui découlent de cette thématique du réemploi de matériaux. Nous, à Noria et compagnie, on fait de la formation sur la filière du réemploi et on forme pas à un métier de valoriste, mais à plusieurs. Donc, pour situer un petit peu le réemploi de matériaux, c'est un peu le passage d'une économie linéaire où on va avoir d'un côté des ressources qui sont ponctionnées pour nourrir la construction du bâtiment et en fin de chaîne, on se retrouve avec une problématique de gestion des déchets qui se retrouve souvent par de l'enfouissement sur des sites. Donc, on connaît aussi déjà l'économie circulaire et le circuit
de recyclage qui sont matures et qui fonctionnent bien, qui permettent de réintroduire de la matière pour refabriquer des matériaux de construction. Mais la filière du réemploi permet de raccourcir la boucle, comme on peut le voir sur le visuel que je vous présente, sans passer par la case de transformation de matériaux. C'est vraiment une réutilisation propre des matériaux et rallonger leur durée de vie. Donc, c'est une logique d'économie circulaire, la même, et donc qui permet d'agir en plusieurs points dans la transition écologique du bâtiment. Donc, de réduire l'épuisement des ressources, d'avoir une meilleure gestion individuelle et collective des déchets et de réduire l'impact environnemental de la construction. Donc, notre formation, qui est la première formation certifiante de France sur le réemploi de matériaux, qui s'appelle TVRB, technicien valoriste des ressources du bâtiment, forme à plusieurs métiers, comme je le disais en début. Et donc, ça part de l'identification et le sourcing des matériaux. Il faut savoir repérer un petit peu ces matériaux de réemploi, où est-ce qu'ils se situent sur le territoire. Ça peut être des bâtiments en déconstruction, ça peut être la gestion des déchets des entreprises. Et ensuite, si on suit la chaîne jusqu'au bout, qui va jusqu'à la revente et à réintroduire ces matériaux dans le circuit de construction. Donc aujourd'hui, alors ça passe par des étapes intermédiaires. On n'a pas le temps aujourd'hui de parler de tout. On a décidé de faire un focus sur l'activité de dépose sélective. Alors, la dépose sélective, du coup, c'est un peu changer de regard sur le bâtiment en démolition, qui est sur un projet de démolition. C'est ne plus voir le bâtiment comme une contrainte avec un traitement des déchets lourds, mais comme une opportunité de ressources. Et donc, ça passe par une phase de diagnostic déjà préalable, où on a un technicien qui va passer dans le bâtiment et mettre son casque et faire un peu un scan de tous les matériaux qui sont potentiellement réemployables dans ce bâtiment. On va identifier des fenêtres, du parquet, tous les matériaux de grosses œuvres ou de secondes œuvres qui peuvent être réemployés. On va en faire un diagnostic et ensuite on passe à la phase opérationnelle de déconstruction lente et préservante des matériaux. Donc, on est un peu en rupture avec la logique conventionnelle de démolition. Le but ici, c'est de rallonger la durée de vie des matériaux, d'en prendre soin et de les déconstruire doucement. Donc là, on a un exemple devant nous. Là, c'est un chantier qui a été fait avec les Crouvis à la Mutuelle des Pays de Vilaine de Redon, avec une équipe de l'Écrouvis, plus un public en insertion qui a participé à ce chantier. On peut voir notre collègue Jean-Philippe en train de démonter des carreaux de ciment. Et voilà le résultat que ça fait. On en fait des lots bien calibrés et ça permet ensuite aux entreprises qui passent par ce processus de faire une mise en valeur de leur politique environnementale, chose qu'elles peuvent mettre en avant au niveau de leur image. Et voilà. On a un autre exemple aussi sur un magnifique parquet en châtaignier qui a été récupéré sur le même site. Et ça se retrouve du coup dans les locaux de l'Écrouvis. Ça a été conditionné avec soin, ce qui nous permet de remettre à disposition ces matériaux à la vente pour qu'ils soient intégrés à nouveau dans des projets de construction et de remise en œuvre. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. C'est vrai qu'effectivement, comme on avait un temps limité, on a choisi de s'attarder sur cet aspect-là. Sylvie a mis tous les liens vers vos différents sites internet et les différentes études dans le chat. Donc les personnes pourront avoir accès à plus d'informations. Je vous remercie tous et toutes pour vos interventions aujourd'hui. D'ailleurs, Sylvie, peut-être qu'il y a encore une petite question avant qu'on se quitte. S'il nous reste 1 ou 2 minutes, en fait, il y avait 2 questions.
Alors, il y avait une question de Célia qui nous demandait des exemples précis de formation. Alors, donc, évidemment, on n'a pas pu prendre le temps d'éplucher l'ensemble des formations disponibles, mais j'espère que vous aurez eu quelques réponses, et notamment à travers le métier de valoriste, mais il y a d'autres formations, effectivement, qui existent. Et puis, une question de Lucie, peut-être, qui demande si les intervenants auraient des conseils pour les professionnels de l'orientation pour justement des personnes qui souhaitent, qui sont sensibilisées à cette thématique et qui souhaitent s'investir et travailler excusez-moi, et trouver un travail dans ces entreprises. Est-ce qu'il y aurait des conseils à donner? Alors, je n'ai pas totalement compris la question, c'est de savoir comment réussir à aller travailler dans... Oui. Voilà, les professionnels de l'orientation qui reçoivent en fait des personnes qui sont déjà sensibilisées sur la thématique de la transition écologique et qui souhaitent intégrer des entreprises, est-ce qu'il y a des conseils à leur donner? Moi, je pense qu'effectivement, on reçoit beaucoup de gens, nous, qui sont dans l'acte d'un rebond professionnel, comme on l'a vu avec Céline sur l'étude. Hein. Et dans un premier temps, il y a un vrai besoin, je pense, de se former, parce que ce n'est pas le tout de pouvoir aller dans une entreprise pour agir. Il faut avoir des compétences, des connaissances. Donc, je pense que l'acte de formation est vraiment essentiel. Après, le problème d'y aller, on peut toujours y aller. Et par l'intérim, je pense que c'est des choses qui peuvent fonctionner, parce que finalement, le tel besoin actuellement des entreprises d'avoir des salariés, il est tellement important que ils vont avoir besoin d'un savoir-être, comme on l'a dit tout à l'heure. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour que le salarié évolue dans le temps, dans sa capacité à faire, il lui faut des connaissances. Il faut qu'il amène d'ailleurs dans l'entreprise des valeurs ajoutées de notions qu'il peut apprendre dans les centres de formation. Savoir utiliser de la paille, de la terre, du bois, qualifier de la terre, pouvoir dire oui, ça c'est de la pierre qui est intéressante, ça c'est beaucoup plus pour faire du remblai. Enfin, il y a énormément de savoir et de savoir-faire, même si en 9 mois de formation, dans nos formations en l'occurrence, à peu près les schémas qu'on a dans quasiment toutes nos formations, c'est court pour apprendre des choses manuellement, mais ça permet déjà d'avoir des bases sur lesquelles ensuite, dans l'entreprise, avec la transmission en interne, parce que celle-ci est déterminante aussi, on aura des capacités de monter en compétences, pas seulement des salariés, mais aussi des entreprises qui pourront se tourner ensuite plus justement vers des marchés qui naissent de plus en plus sur l'éco-construction, la restauration du patrimoine performante, etc. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on se quitte bientôt après toutes ces informations. Merci pour vos interventions. Merci aux personnes qui étaient avec nous aujourd'hui, qui nous ont écoutés et aux personnes qui sont intervenues dans le chat. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée.